On montre que, dans une libre république, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. S'il était aussi facile de commander aux âmes qu'aux langues, tout souverain régnerait en sécurité et il n'y aurait pas de pouvoir d'État violent. Car chacun vivrait selon la complexion des gouvernants et jugerait selon leur seul décret de ce qui est vrai et faux, bien et mal, juste et injuste. Mais, comme nous l'avons remarqué au début du chapitre 17, il est impossible que l'âme d'un homme relève absolument du droit d'un autre homme. Personne ne peut transférer à autrui son droit naturel, c'est-à-dire sa faculté de raisonner librement et de juger librement de toute chose. Et personne ne peut y être contraint. C'est pourquoi l'on considère qu'un État est violent quand il s'en prend aux âmes. C'est pourquoi aussi la majesté souveraine paraît opprimer les sujets et usurper leurs droits, quand elle veut prescrire à chacun ce qu'il doit embrasser comme vrai et rejeter comme faux, et par quelles opinions son âme doit être incitée à la dévotion envers Dieu. Car tout cela relève du droit de chacun, que nul ne peut abandonner quand bien même il le voudrait. Certes, le jugement d'un homme peut être subjugué de bien des façons, et à un point presque incroyable, de sorte que, sans relever directement du commandement d'un autre, il soit pourtant suspendu à la parole de cet autre, si bien qu'on peut dire à juste titre qu'il relève du droit de ce dernier. Pourtant, quoi que l'habileté puisse obtenir en ce domaine, on n'en est jamais parvenu à une situation où les hommes n'aient pu apprendre par expérience que chacun abonde dans son propre sens, et qu'il y a autant de différence entre les têtes qu'entre les goûts. Moïse, qui avait subjugué au plus haut point le jugement de son peuple, non par la ruse, mais par une vertu divine, Moïse, qui était considéré comme divin, et qui, croyait-on, parlait et agissait sous l'inspiration divine, ne put cependant échapper aux rumeurs ni aux interprétations défavorables. Les autres monarques y échappent encore moins. Et si on pouvait concevoir quelque moyen d'y échapper, ce serait possible tout au plus dans l'État monarchique, mais non dans l'État démocratique, qui est indivisiblement dans les mains de tout le peuple ou de sa plus grande partie. Pourquoi il en est ainsi, j'estime que c'est clair pour tout le monde. Bien que le souverain ait droit sur toute chose, et soit considéré comme l'interprète du droit et de la piété, il ne peut cependant jamais empêcher que les hommes ne jugent de toute chose selon leur propre complexion, et ne soient dans cette mesure affectés de telle ou telle passion. Il est vrai qu'il peut tenir à bon droit pour ennemis tous ceux qui ne pensent pas absolument comme lui sur toute chose. Mais, quant à nous, nous discutons non de son droit, mais de son intérêt. J'admets qu'il a le droit de régner avec la dernière violence et d'envoyer les citoyens à la mort pour les motifs les plus faibles. Mais nul ne croira que cela puisse se faire selon le jugement de la saine raison. Bien plus, comme il ne peut agir ainsi sans exposer l'État tout entier au plus grand danger. Nous pouvons même nier qu'il ait la puissance absolue d'agir de cette façon ou d'une façon semblable, et par conséquent qu'il en ait le droit absolu. En effet, le droit du souverain est déterminé par sa puissance. Nous l'avons montré. C'est pourquoi, si personne ne peut abandonner la liberté de juger et de penser ce qu'il veut, si chacun est au contraire maître de ses pensées par le plus haut droit de la nature, il s'ensuit que dans aucune république, on ne peut tenter, si ce n'est avec un insuccès total, d'obtenir que les hommes, si divergentes et opposées que soient leurs opinions, ne parlent que selon le commandement du souverain. Même les plus habiles, en effet,
pour ne rien dire de la plèbe, ne savent se taire. C'est un vice commun aux hommes que de confier leur avis à autrui, même quand le secret serait nécessaire. Le plus violent des États sera donc celui où l'on refusera à chacun la liberté de dire et d'enseigner ce qu'il pense. En revanche, un État bien réglé sera celui où l'on accordera à chacun cette liberté. Certes, on ne peut nier que la majesté peut être offensée autant par des paroles que par des actes, et que, s'il est impossible de retirer complètement cette liberté au sujet, il est fort nuisible de la leur accorder totalement. C'est pourquoi il nous faut rechercher jusqu'où cette liberté peut et doit être accordée à chacun, sans danger pour la paix de la République et le droit du souverain. C'est mon dessein principal ici, comme j'en ai averti au début du chapitre 16. Des fondements de la République, tels que nous les avons exposés plus haut, il suit avec la dernière évidence que sa fin ultime consiste non pas à dominer les hommes, à les contenir par la crainte et à les soumettre aux droits d'autrui, mais au contraire, à libérer chacun de la crainte pour qu'il vive en sécurité autant que faire se peut, c'est-à-dire qu'il préserve le mieux possible son droit naturel à exister et à agir sans danger pour lui-même ni pour autrui. Non, dis-je, la fin de la République ne consiste pas à transformer les hommes d'êtres rationnels en bêtes ou en automates. Elle consiste au contraire à ce que leur esprit et leur corps accomplissent en sécurité leurs fonctions et qu'eux-mêmes utilisent la libre raison sans rivaliser de haine, de colère et de ruse et sans s'affronter avec malveillance. La fin de la République, c'est donc en fait la liberté. Mais admettons que cette liberté puisse être réprimée, et les hommes si bien contenus qu'ils n'osent souffler mot que sur l'injonction du souverain. Cela ne les déterminera assurément jamais à ne penser rien d'autre que ce que veut le souverain. Il s'ensuivra donc nécessairement que ces hommes, chaque jour, penseront une chose et en exprimeront une autre, et par conséquent que la loyauté, tout à fait nécessaire dans une république, sera corrompue, et que la flatterie et la perfidie, choses vraiment détestables, seront encouragées. D'où naîtront la fraude et la corruption de tous les bons principes. Mais tant s'en faut, en vérité, qu'il soit possible de déterminer tous les hommes à parler dans des limites fixées d'avance. Bien au contraire, plus on prendra soin de leur ôter la liberté de parler, plus ils mettront d'obstination à résister. Non pas certes les cupides, les flatteurs et autres hommes sans force morale, pour qui le suprême salut consiste à contempler de l'argent dans un coffre et à avoir le ventre rempli, mais les autres, ceux que leur éducation, l'intégrité de leurs mœurs et leurs vertus ont rendus plus libres. Les hommes sont ainsi faits, pour la plupart, qu'ils ne supportent rien avec moins de patience que de voir tenus pour criminels les opinions qu'ils croient vraies et imputer à crime ce qui les pousse à la piété envers Dieu et les hommes. Cela les conduit à haïr les lois et à tout oser contre le magistrat, à juger qu'il est non pas honteux, mais au contraire tout à fait légitime, de soulever pour cette raison des séditions et de provoquer n'importe quel trouble. Puisqu'il est donc établi que la nature humaine est ainsi constituée, il s'ensuit que les lois que l'on institue sur les opinions concernent non les scélérats, mais les hommes au caractère libre. Elles servent non pas à réprimer les méchants, mais plutôt à irriter les justes, et elles ne peuvent être maintenues sans grand danger pour l'État.